Alors maintenant qu'on a bien compris ce que sont ces principes de démocratie, on aurait envie de savoir eh bien, si c'est possiblement applicable, si tout cela ne relève pas en fait de l'utopie. Utopos, c'est le non-lieu, ce qui n'existe pas, ce qui ne saurait exister, ce qui est vraiment de l'ordre de l'idéal. Bon. Alors, eh bien, pour pouvoir répondre à cette objection, eh bien, il faut regarder l'histoire. Est-ce que ces principes ont trouvé une réalité objective dans le monde, dans les sociétés humaines? Eh bien, comme l'avait observé Aristote, eh bien, oui, il y a eu des démocraties qui reposent sur ces principes. C'est pas du tout de l'ordre de l'utopie. On a très longtemps vécu en démocratie en France durant tout le Moyen-Âge. Cela peut surprendre, mais oui. On a vécu en démocratie en Amérique du Sud, dans toutes ces petites peuplades, en dehors des grands empires Inca, Aztèques et Mayas. Il y a eu des tas de démocraties, en Amérique du Nord aussi. Voilà, il y aurait énormément d'exemples à voir, à trouver. Et voilà, pendant des millénaires, en fait, en Amérique, il y avait des démocraties. Donc comment ça s'applique, hein? Ben, c'est très simple, ça veut dire concrètement que dans nos villes, nos villages, eh bien, on se rassemble. On peut, si on est trop nombreux, élire des représentants du peuple. Donc ça veut dire, bon, à l'époque du Moyen-Âge, on va rester sur la France, hein, à l'époque du Moyen-Âge, eh bien, on élisait des échevins pour 1 an, ou des consuls en fonction des pays de France. Donc dans le sud on parle de consuls, dans le nord on parle d'échevins. Et donc on les élit pour 1 an, ils sont révocables, ils doivent rendre des comptes de leur action, et ça dans tout un tas de villes et villages de France. On s'organise, on fait des chartes, donc des sortes de constitutions, et donc on trouve des chartes. C'est le mouvement communal qui commence au XIIIe siècle, avec l'appui de Louis VI le Gros, roi de France, qui va casser les seigneurs fainéants, les seigneurs félons, et justement promouvoir, en fait, aider à ce que les petites gens s'organisent en communes, et donc puissent en fait élire leurs représentants, et puis surtout avoir le contrôle des affaires publiques. Voilà, ils avaient le droit à la justice, donc c'était à eux de s'organiser pour rendre la justice, que ce soit en termes de crimes, en termes de délits, en termes de contraventions. Eh bien, les gens pouvaient rendre la justice en démocratie. Et les démocraties, il y en avait énormément, c'est-à-dire, il y en avait, alors je ne me rappelle plus toutes les villes, il faudrait toutes les ressortir, mais il me semble que Lille, Toulouse, Marseille, énormément de villes. Et puis, donc, la citoyenneté est un devoir, et là, c'est l'ensemble de la population, hommes et femmes, qui devaient répondre au son de la cloche. On sonnait les cloches de la ville, et puis il faut se présenter, s'assembler, et parler de tout, etc. Donc certains, c'était vraiment des démocraties, donc où on élit effectivement en échevin, mais on a vraiment le contrôle du pouvoir, parce que c'est ça la démocratie au fond. C'est pas juste d'exercer le pouvoir une fois tous les 5 ans, c'est ce que dit Alain, le philosophe. C'est pas seulement d'exercer le pouvoir une fois tous les ans, une fois tous les 5 ans, mais d'avoir le contrôle du pouvoir. Donc d'exercer vraiment le contrôle sur l'action politique qui est menée au nom du peuple. Voilà. Et donc, effectivement, on peut s'organiser en élisant des représentants, mais sur lesquels on a le contrôle, ou alors, on peut très bien voter les lois tous ensemble, à main levée, ou avec des urnes. Donc ça existait, et c'était tout à fait démocratique, parce que là, l'ensemble de la population votait les lois, etc., qui concernent les gens, c'est-à-dire donc dans les communes. Après, effectivement, il y avait de l'aristocratie au niveau régional, etc., avec des grands seigneurs, des ducs, etc., et puis de la monarchie, voilà. Donc là, on s'éloigne, mais on y reviendra plus tard. Ça, c'est important.
Et puis donc ces bourgades et toutes ces villes avaient le droit de s'organiser en milices pour défendre justement la cité. Donc, eh bien, la citoyenneté, elle est très liée, on l'avait dit, avec la démocratie athénienne, et puis aussi on pensait à la République romaine, où il fallait, du coup, en tant que citoyen, participer militairement à la défense de la cité. Eh bien, là aussi, les gens avaient conscience que pour défendre leur ville face aux brigands, etc., ou contre d'autres seigneurs, etc., eh bien, ils avaient le droit de s'organiser en milice pour défendre la ville, pour éliminer les brigands, etc. Ou en tout cas les conduire en prison, ils seraient jugés, blablabla. Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on ferait pour vivre en démocratie? Bien sûr, il faudrait constituer la constitution tous ensemble, sur le modèle islandais au niveau national. Il faudrait avoir donc le contrôle des médias, créer des conseils de déontologie pour vérifier en fait leur action, pour vérifier qu'ils ne sont pas en train de nous servir une soupe qui est en fait celle d'intérêts qui sont privés. Et que vraiment on soit bien informé, parce qu'au final l'information, la connaissance, c'est le nerf de la guerre en politique. Il faut que nous soyons armés pour bien comprendre de quoi il résulte de chaque théorie et ce qu'on essaie de nous dire. Parce que on comprend bien, et il faut vraiment le comprendre, que justement il y a cette menace permanente pour la démocratie de la démagogie. Il y a toujours cette menace que quelqu'un arrive, en fait, à manipuler l'opinion publique pour servir ses propres intérêts et pour nous amener là où, en fait, on n'a pas envie d'aller, mais que, par manque de discernement, eh bien, nous allons tout de même. Par exemple, à la guerre. Bien pour ça, d'ailleurs, qu'on a commencé cette série ensemble, c'est bien pour éviter la guerre, pour essayer d'avoir une intelligence profonde des choses, pour se comprendre les uns les autres et éviter en fait tous ces meneurs de guerre qui voudraient que l'on s'entretue. Puis également voir bien que en démocratie il ne peut pas y avoir de parti politique. Il ne peut pas y avoir de parti politique. C'est ce que dit Rousseau, c'est que si on crée en fait des brigues, des partis politiques en gros, eh bien, ou des associations, le risque c'est que la volonté de ces associations, de ces partis, devienne générale par rapport aux individus qui sont dedans, mais particulière par rapport à l'ensemble en fait de la société. Et donc que des volontés particulières cherchent à capter la volonté générale, ce qui n'est pas possible et ce qui risque de créer du désordre et en fait justement de rater l'intérêt général, de rater le bien commun. Donc évidemment en démocratie on ne peut pas créer de parti politique puisque on doit chacun individuellement voter les lois selon sa conscience et ne pas justement se faire capter par des groupes de pensée où en fait on crée une logique partisane en fait où on adhère qu'à un parti, qu'à un seul son de cloche et au final on n'utilise pas son intelligence, sa raison. Donc faut sortir de la logique partisane. Parce que justement tout ça, est le rôle des médias, la logique partisane et les puissances d'argent en fait qui viennent sans cesse dans les campagnes électorales, blablabla, dans tout cet aristocratisme qui mène en fait les gens vers le sommet de l'État. Justement ça entraîne en fait selon Rousseau le fait que l'intérêt particulier vient. Et c'est la menace justement de la démagogie. Donc il faut se prémunir en démocratie contre la démagogie. Et donc il faut bien comprendre ce qu'est la démagogie. Et là-dessus, on peut se baser sur un auteur, Gustave Le Bon, qui en 1895 va écrire La psychologie des foules. Il estime qu'on est arrivé dans l'ère des foules et que l'homme d'État, il écrit ça pour les hommes d'État, pour ne pas être manipulé par les foules, entraîné par les foules à prendre des mesures qu'ils ne veulent pas, c'est à eux de manipuler les foules. Si on fait de la philosophie politique, c'est parce que
et c'est très important de le comprendre, si on ne s'intéresse pas à la philosophie politique, si on ne s'intéresse pas à la politique, c'est la politique qui s'intéresse à nous, c'est la politique qui s'occupe de nous. Et donc, il faut vraiment avoir cette compréhension des choses. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ce que des gens qui ont cette intelligence-là ne la mettent pas au profit de leurs intérêts privés, de leurs intérêts particuliers, contre le bien commun, contre l'intérêt général, et ne nous nuisent. Alors, finalement, lui, Gustave Le Bon, il l'écrit dans cet objectif que l'homme d'État, lui, sache utiliser, sache comprendre la psychologie des foules pour pouvoir aller vers le bien commun, ne pas, parce que les foules, et c'est ce que va dire Gustave Le Bon, sont versatiles. Lorsqu'on rentre dans une foule, on perd quelque part l'usage de sa raison, parce que la foule, elle obéit à l'imagination. Et ce sont les images les plus fortes qui vont vraiment orienter la foule. Dans une foule, on a besoin on a besoin d'images donc qui soient fortes, qu'on puisse répéter facilement, qui puissent se contaminer. Et justement, que cet esprit de foule se fasse. Donc, celui qui veut manipuler une foule, et beaucoup de gens vont s'inspirer de Gustave Le Bon pour manipuler les foules. On pense bien sûr à Goebbels, le ministre de la propagande d'Adolf Hitler, qui va justement beaucoup s'inspirer de cet ouvrage. Mais il n'y a pas que lui, il y a énormément de monde. On pense par exemple, c'est Philip Morris qui a engagé des femmes pour fumer des cigarettes en tête de cortège de manifestations féministes des suffragettes en 1920 aux États-Unis, pour justement faire valoir son produit, la cigarette, comme l'instrument, le symbole, l'image de la libération, l'émancipation de la femme qui s'accapare un mouvement très patriarcal pour justement montrer son émancipation. Et par là même, en fait, coopter 50% de la population et de s'en faire une nouvelle clientèle. C'est un coût marketing incroyable. Donc la publicité, les médias, la propagande, tout ça vont utiliser cette psychologie des foules. De bien comprendre comment une foule fonctionne pour pouvoir la manipuler à son gré et l'orienter là où on veut qu'elle aille. Donc, et je sais pas si vous avez fait cette expérience, mais moi je peux le témoigner, j'ai fait les manifestations des Gilets jaunes, j'ai fait plein d'autres manifs. Quand on rentre dans une manif, on entre dans l'esprit de la foule. Il y a comme un esprit qui est créé, qui est l'émanation de cette foule, un esprit collectif qui nous emporte, qui nous enivre, on n'est plus responsable de rien, donc on peut faire n'importe quoi parce qu'on n'est qu'un individu perdu dans la foule. Et là, dans cette déresponsabilisation, on perd un peu l'usage de sa raison et on est vraiment saisi par des images fortes. Quand quelqu'un commence à crier révolution, révolution, c'est une image très forte, une image qui est contagieuse, qui parle à tous les esprits et qui va justement, que la foule peut reprendre très facilement, s'approprier et vouloir lui donner une réalisation très concrète. Donc c'est comme ça que les bourgeois de 1789 ont réussi leur coup de la Révolution française. Parce que c'est un peu en germe quand on lit le contrat social. Rousseau nous parle de ça justement, qu'il faut découvrir cette partie qui est inconnue de nos politiques, à savoir justement l'opinion, et de pouvoir justement en transformant l'opinion arriver à dominer sans contraindre la population. Donc c'est rigolo, il nous parle de démocratie, mais il nous parle aussi justement de ce travail qui se fait dans l'ombre de justement manipuler l'opinion à ses fins en vue du bien commun. Mais bon, on sent bien la démagogie qu'il y a derrière, qui peut être saisie. Et quand on sait que Jean-Jacques Rousseau est franc-maçon, c'est pas
c'est évident que c'est vraiment le projet. Alors, parce que oui, justement, il va falloir qu'on comprenne ça, c'est que la démagogie, moi je pense qu'on peut la développer pareil, comme un peu la souveraineté dont parlait Baudin, en deux axes. Estimer qu'il y a une démagogie qui est interne et une démagogie qui est externe. Que des États étrangers puissent faire de la démagogie et influencer en fait une démocratie, ou en tout cas un régime qui est gouverné par les foules, afin en fait de renverser cet État, ou alors de faire justement, c'est ce qu'on appelle en géopolitique du soft power ou du hard power. Donc le soft power, c'est surtout ça, c'est justement un travail d'influence en fait. C'est une puissance douce. La puissance douce, c'est justement de la puissance, de l'influence qu'on va exercer sur une société avec de la culture, avec de la religion, avec de la philosophie, avec de la science, etc. C'est vraiment tout ce domaine avec lequel on peut en fait arriver à capter en fait à étendre sa puissance sur un peuple, sur un pays, sur un État, simplement en transformant ses représentations, en manipulant son opinion. Et c'est vraiment, ça c'est vraiment très important de le comprendre. On le voit dans des médias, en fait, par exemple, j'ai parlé donc là de AJ+ français, qui est donc plutôt un média qui se veut, bon, je pense d'extrême gauche, quelque chose comme ça, et de Russia Today, qui lui se veut plutôt d'extrême droite en fait. Donc dans ces deux cas de figure, on va parler soit à l'extrême gauche avec des thèmes qui sont voilà, les minorités persécutées, c'est trop triste, la France raciste systémique, machin truc, bon. Et en fait, donc c'est hyper marrant parce que c'est un média qui est financé par le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'est pas les exemples de sociétés les plus ouvertes qui soient, où la tolérance règne en maître, où les minorités sexuelles ne sont pas du tout opprimées. Bon, donc ça c'est vraiment drôle parce qu'on voit bien qu'ici il y a un média qui cherche en fait à faire de l'influence et à manipuler l'opinion publique, plutôt dans son intérêt, au profit du coup des communautés musulmanes, au profit de l'islamisme, de pas d'amalgame, etc. Bon là je rentre dans des trucs très polémiques, bien sûr. Et puis Russia Today qui va justement plutôt flatter l'extrême droite, à dire à partager des points de vue opposés sur le souverainisme, sur comment... sur tout un tas de sujets, voilà, à flatter les nationalistes en fait, les nationalistes français, voilà, et à montrer en fait que c'est plutôt la Russie qui finance à fond ça, qui est ouverte à la liberté d'expression, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas, on peut le voir en Russie, la liberté d'expression non plus n'est pas quand même la plus respectée là-bas. Donc en fait c'est vraiment un jeu d'influence, où en fait des États étrangers vont financer des médias afin d'orienter l'opinion publique et s'assurer une puissance. Parce que si les souverainistes se disent, eh bien, ceux qui sont le plus pour la souveraineté française, ce n'est pas l'Union Européenne, mais c'est la Russie, eh bien, il y a fort à parier que la Russie y gagne en influence, et que ces souverainistes soient capables, au final, de sucrer leur souveraineté à celle de la Russie. Donc, c'est quand même assez drôle. Donc ça vaut pour la démagogie externe. La démagogie interne, ça c'est plutôt le travail justement de la franc-maçonnerie, qui en a fait sa clé de voûte. C'est-à-dire que c'est faire un travail dans le secret, très simplement, de création de tout un tas de doctrines et on va faire un travail d'influence dans la société pour faire passer ces doctrines-là. Donc ça marche hyper bien, les gens se disent que la franc-maçonnerie n'existe pas, au pire elle a peu d'influence, etc. Elle a de l'influence, maintenant elle n'a pas la toute-puissance, voilà. Donc faut aussi le rappeler, faut pas croire qu'on vit dans un état où tout est dominé par la franc-maçonnerie et qu'on ne peut rien faire.
Ils ont l'influence, ils font un travail de sape formidable de ce qu'est la vérité pour propager leurs conneries depuis bien 200 ans, donc ça commence à devenir fatigant. Eh bien, la démagogie, on la voit donc dans ces deux rapports-là, hein, interne, externe. Donc la démocratie, forcément, eh bien, il faut qu'elle sache lutter à la fois contre les sociétés secrètes, qui sont, comme le disait Rousseau, eh bien, justement des associations privées qui risquent en fait de faire, voilà, de propager en fait un discours qui soit du coup privé, particulier, qui voudrait prévaloir sur l'intérêt général, hein. Et en fait, c'est exactement ce que font les francs-maçons et ce qu'ils proposent de faire en disant qu'il faut faire ce travail d'opinion. Donc là, il y a une contradiction chez Rousseau, puisqu'il est franc-maçon et que justement il participe à ce qu'il critique. Voilà, ça c'est une chose. Et puis évidemment, se méfier des médias et des puissances étrangères, hein. Il y a quand même aussi beaucoup de médias qui sont financés par des puissances étrangères, voilà, et qui font ce travail-là. Et donc il faut se demander en fait pourquoi. Pourquoi est-ce que des intérêts étrangers s'intéressent à notre opinion? C'est quand même intéressant. Et bien pour la démocratie, c'est forcément un problème.